soirée. Bonsoir, buenas noches. Je vais essayer de vous laisser reprendre un petit peu vos esprits après ce film intense, fort, qui est une fiction en fait, une fiction qui est inspirée de la réalité, construite à partir de choses tout à fait vraies, une réalité complexe que nous allons essayer de décrypter au cours de cette discussion, dont le thème principal est en fait comment passer de la guerre à la paix. Comment faire dans un pays qui a connu des décennies de guerre pour se réconcilier et pour construire une paix durable. D'ailleurs, je me permets de remercier le festival, le FIFDH, pour cette opportunité d'ouvrir un espace pour discuter de la paix et d'une guerre très lointaine, d'un pays lointain comme la Colombie, qui peut d'ailleurs donner pas mal d'enseignements à un moment si difficile pour l'Europe et pour le monde. Et je vais directement accueillir et vous présenter nos invités, qui tous trois sont des acteurs tout à fait clés du processus de paix et du processus de réconciliation colombien. Je vais les appeler, ils sont par là, je les vois pas bien. Berta Lucía Frías, por favor. Et je vais continuer en espagnol pour pouvoir parler avec eux directement. Rodrigo Londoño, merci de Colombie. Donc nous Frías, qui est une représentante des victimes, je vais la présenter un peu mieux tout à l'heure. Rodrigo Londoño, qui est le dernier commandant des FARC, de la guérilla des FARC. Et aussi avec nous, Sergio Jaramillo, qui était le négociateur de la paix, de l'accord de paix en Colombie, qui a négocié pendant 7 ans. Et donc, je continue en espagnol. Les presento entonces a Berta Lucía Frías. Donc, Berta Lucía, siéntase. Berta Lucía et vous tous, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes 3 acteurs extrêmement courageux. Courageux parce que construire la paix, se réconcilier est beaucoup plus difficile que de faire la guerre. Et vous 3 êtes des exemples pour la Colombie et pour la communauté internationale. Berta Lucía, vous êtes entrepreneuse et le 2 février 2003, votre vie a changé. Vous étiez à Bogota, dans le bureau du club El Nogal, qui est un club de la haute société, au moment où a explosé une bombe. C'était le plus gros attentat des FARC dans une zone urbaine. Il y a eu 23 morts et 198 blessés. Vous avez survécu, mais vous avez été paraplégique pendant 8 ans jusqu'à réussir à vous récupérer. Depuis, vous avez travaillé pour la paix avec des anciens combattants, aussi bien des guérilleros que militaires ou paramilitaires, et vous continuez à travailler pour la réconciliation. Un jour, vous m'avez dit que tous les Colombiens sont des victimes, et moi qui ne vis pas en Colombie, je ne suis pas colombienne, mais je vis en Colombie, je suis d'accord. Vous avez également travaillé avec le Conseil de la paix norvégien. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois que vous rencontrez aussi bien Sergio que Rodrigo. Il y a eu de nombreuses tentatives de réconciliation, mais je crois que c'est la première fois que vous êtes ensemble sur une scène hors de Colombie pour vous adresser à un public international en faveur de la paix. Je vais maintenant présenter Rodrigo Londoño. Vous êtes le dernier commandant de la FARC. Vous avez tendu la main, serré la main du président Santos et vous avez signé l'accord de paix du 24 janvier
2016. Il y a eu 2 accords de paix, il y a eu ensuite un plébiscite, puis l'accord définitif en novembre 2016. También, Rodrigo, usted tiene formación de médico. Et Rodrigo, vous êtes médecin de formation, vous avez rejoint la guérilla à l'âge de 18 ans. Vous étiez dans le commandement depuis 2011 et vous avez lutté pour la paix malgré les réticences des anciens combattants le fait que de nombreux combattants ont décidé de ne pas rendre les armes, comme par exemple Ivan Marquez, qui a refusé de rendre les armes et a repris les armes et reparti dans la jungle. Encore un acte historique. Et puis enfin, Sergio Jaramillo, vous avez été haut commissaire à la paix pour le président Juan Manuel Santos. Vous avez passé 7 ans de votre vie, jour et nuit, je crois, pour construire cet accord de paix peu à peu. Et bien avant d'arriver à un accord, il a fallu de très nombreux contacts dans la Colombie et en dehors, des négociations secrètes et également des négociations publiques. Vous êtes philosophe, expert en grec et expert en sécurité et en construction de la paix. Vous avez occupé divers postes au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères en Colombie. Vous avez été ambassadeur de la Colombie auprès de l'Union européenne et vous travaillez maintenant pour une ONG à l'Institut européen de la paix à Bruxelles. Il y a donc eu 3 dates clés. Les années 2008, dont on a parlé dans le film, l'année 2016, l'année où l'accord de paix a été signé, et 2022, aujourd'hui, 5 ans après cet accord. Je vous invite à intervenir quand vous le souhaitez. Il s'agit d'une discussion, d'un dialogue, ce n'est pas une conférence. Et bien sûr, le public pourra également poser des questions et dialoguer avec vous. Yo quería hacer como un pequeño resumen de lo que... J'aimerais vous faire une brève présentation de ce qu'est la Colombie. C'est un pays complexe qu'il est parfois difficile à expliquer. Et les invités vont bien sûr nous présenter leur point de vue, mais je crois qu'il est bon de rappeler un peu l'histoire. C'est un pays qui cherche à sortir de la guerre qui a duré des décennies, sur plusieurs générations. En 2016, l'accord de paix a été reconnu par toute la communauté internationale, signé entre le gouvernement d'Emmanuel Santos et la FARC, avec énormément d'ambition pour réussir à reconstruire le pays. Un pays qui reste encore aujourd'hui celui qui souffre de la plus forte ou l'une des plus fortes inégalités d'Amérique latine. Il y a encore d'autres groupes armés qui restent en guerre en Colombie. Il ne s'agit pas d'un pays où il y a un seul conflit entre le gouvernement et la guérilla, mais il y a de très nombreux partis au conflit. En plus, le gouvernement actuel s'opposait à cet accord de paix et n'essaye pas du tout de le mettre en œuvre. Il faut reconnaître que les narcotrafiquants imposent leurs lois dans de très nombreuses régions de la Colombie. De très nombreux militants pour la paix, pour les droits de l'homme ont été assassinés depuis 2016 et les populations continuent à être victimes de violences, de corruption, de déplacements massifs et forcés. Il y a pourtant une nouvelle génération de jeunes qui réclament la paix. Il y a de nouveaux
politiciens. Il y aura des élections la semaine prochaine. Et plus de 10 000 anciens guérilleros ont déposé les armes. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup moins de morts que dans les années 2000. La preuve en est le débat d'aujourd'hui. Nous allons peut-être remonter à 2008. Cette guerre et ce film est très fort puisqu'il arrive jusqu'en 2008. Et je pense que le public aurait envie de savoir ce que Rodrigo Londoño peut nous dire. Quelle était la vie dans les FARC en 2008 et où il était à ce moment-là? Bonsoir à toutes et tous. Pour moi, c'est un privilège et un honneur d'être ici avec vous, en compagnie de Sergio Jaramillo, qui, au nom du président Santos, a mené la commission du gouvernement avec laquelle nous avons réussi à signer cet accord de paix à La Havane. Mais je suis encore plus orgueilleux du fait d'être accompagné par Berta Fries, qui a été une victime, mais pas n'importe quelle victime, du conflit qui a déchiré la Colombie. Victime des actions folles qui sont provoquées par la guerre, par les conflits. Et c'est vraiment une personne très particulière parce qu'elle a été au front d'un processus sans lequel la paix serait impossible. C'est de travailler pour la réconciliation. Une réconciliation qui cherche à soigner les blessures, des blessures extrêmement profondes qui ont vraiment marqué notre patrie et qui ont besoin de tous les médicaments, de toutes les pommades, de tous les soins qui pourront nous permettre de cicatriser ces blessures. Le président Santos est représenté par Monsieur Jaramillo, mais il fallait aussi quelqu'un qui représente les victimes. En ce qui concerne ce film, c'est une œuvre d'art. Certains vont l'apprécier d'une certaine manière, d'autres d'une autre. Moi, tout d'abord, cela m'a permis de me replonger dans la guerre et dans la folie qu'est la guerre. Ce qui n'aurait jamais dû avoir lieu. J'avais à peine 17 ans, en fait. Quand je suis rentré dans les FARC, je rêvais de lutter et de travailler. Et nous l'avons vraiment lutté pour construire un monde meilleur, une patrie plus juste. Et ensuite, le jour où j'ai signé l'accord de paix, j'avais toujours le même le même rêve. Et depuis 5 ans, nous continuons à travailler pour ce même rêve. Se rappeler ces sensations, ces douleurs intenses imposées par la guerre est utile pour nous rappeler que ce n'est pas la solution. Nous avons réussi à choisir une autre voie pour essayer de construire ce monde meilleur dont nous rêvons tous, pour répondre à notre engagement envers les Colombiens. Malheureusement, le premier gouvernement, la première des parties qui doit mettre en œuvre cet accord est malheureusement a été élu le parti qui était contre cet accord et qui y met tous les obstacles possibles. Et je me rappelle avoir dit, eh bien, s'ils veulent détruire cet accord, nous allons récupérer chaque petit morceau et le reconstruire. Si tu veux bien, nous restons en 2008 et nous arriverons à l'accord de paix, par la suite. Oui, 2008, une année extrêmement dure pour les FARC.
Manuel Manuranda, qui était notre chef et le modèle, le fondateur des FARC, a été atteint très profondément. Mais nous avons continué. Mais quand Raúl Reyes est tué, ou au moment où il est en Équateur en essayant de négocier pour l'échange humanitaire des prisonniers et pour poser les bases d'un dialogue. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Je ne veux pas émettre de jugement. J'espère que l'histoire pourra le dire. Mais honnêtement, l'État colombien n'a jamais respecté ses soldats. Nous n'avons jamais cru qu'ils arriveraient à mener au martyre des centaines de soldats, de policiers qui étaient retenus dans la jungle dans des conditions sous-humaines. A veces damos la palabra errores y a mí no nunca me he querido comprometer con esa palabra. Je reconnais que nous avons tous commis des erreurs et nous essayons maintenant de corriger ces erreurs pour construire la paix. Merci beaucoup, c'est très important ce que vous dites. Nous allons passer maintenant à la juridiction spéciale pour la paix qui a amené aux tribunaux différents événements et les personnes séquestrées est l'un de ces cas. Et Rodrigo Londoño a reconnu ces crimes. C'est un pas très important. Sergio, en 2008, vous étiez ministre de Défense. Et c'était une année très intense pour le gouvernement en Colombie. Il y avait des personnes séquestrées. Il fallait libérer Ingrid Betancourt et 14 autres personnes. Et puis, il y a eu un fort scandale aussi. Les faux positifs, ça s'appelait. C'était le comble du délit d'État parce que c'était des civils assassinés par des militaires et ensuite les militaires faisaient semblant que c'était des guerrilleros et comme ça il a mené des chiffres positifs de la guerre. Et maintenant, après, la Commission de la paix a fait des recherches et elle est arrivée à 6000 assassinats par l'État et 1500 militaires qui y avaient participé. Tout ça, c'était 2008, donc c'était une année de guerre. Comment avez-vous vécu cette année? Bonjour à tous, à mes camarades, à Tino ou Rodrigo. Maintenant, il s'appelle comme ça dans la vie. Et je veux féliciter le directeur et les producteurs du film parce que c'est un film très bien réussi. J'ai bien connu l'histoire et elle ressemble beaucoup à la réalité. Et à cette époque-là, le président Santos était ministre de Défense et moi j'étais un des vice-ministres. Et j'ai connu de très près ce qui s'est passé et presque mieux que personne du gouvernement tout ce il y avait dans ces ordinateurs. Et le film m'a amené plein de souvenirs et surtout ce qu'on voit, c'est qu'on peut dire maintenant, heureusement que tout ça est fini. Et je me souviens qu'à cette époque-là, en 2008, justement, j'ai eu une conversation avec une amie journaliste et je lui ai dit
Je pense que la guerre est en train de se finir, mais on ne sait pas, nous ne savons pas comment la finir vraiment. Et à mon avis, ce qui a été un coup de génie du président Santos lorsqu'il a été nommé président après les élections, c'est que lui, il a vu que c'était un bon moment pour commencer à ouvrir des voies et à structurer un processus d'échange qui a fini par une négociation. Et là, ceci n'a, à mon avis, pas été suffisamment reconnu. Berta, j'imagine qu'en 2008, vous étiez en train de vous remettre de l'attentat. C'était difficile. Et ensuite, vous avez commencé à travailler avec à la réinsertion. Et en cette année-là, Santos a été élu président. Et puis, une des premières choses qu'il a reconnues, c'était le conflit. Parce qu'avant, pour l'État colombien, il n'y avait pas de conflit. Et alors, s'il reconnaissait le conflit, il reconnaissait aussi les victimes. Berta, oui, avant de commencer à parler de 2008, et je veux expliquer au public que je suis victime, comme a dit Anne, de l'attentat urbain le plus important qui a eu lieu à Bogota, la capitale, et qui a mis en danger le pays. L'attentat a été fait par les FARC au club El Nogal, qui est une sorte de microcosme du pays. C'est là où il y a tous les dirigeants, les magistrats, la classe politique, le pouvoir judiciaire. Et il y a 80% des victimes sont des employés avec un salaire minimum. Ça, il faut le savoir aussi. Lorsque moi, je vois le film, l'on parle en 2003 avec Raúl Reyes. On parle de mars 2003. Et l'attentat a été en février 2003. Et alors, je vois le film et je vois pendant que lui est en train est dans la forêt vierge, moi je suis invalide, j'ai tout un mur qui est tombé sur moi, c'est comme une bombe qui équivaut à celle qu'il y a eu à Oklahoma. Et c'était un grand mur qui m'a coupé les vertèbres 3, 4 et 5. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie, ça veut dire que cette partie de la connexion du haut du corps et celle d'en bas ne peuvent pas se connecter et je ne pouvais que bouger ces 3 doigts. Donc j'avais une quadriplégie, c'est-à-dire je n'allais jamais remarcher de nouveau. C'est important de voir ça parce que c'est pas que j'avais une petite blessure. Donc ça, c'était la première chose. Je disais, et puis Raúl Reyes est dans la jungle et moi je suis ici paralysée et mon fils ne peut pas aller à l'université parce que je ne peux pas payer et mon mari qui est professeur à Harvard doit maintenant prendre soin de moi, de venir et être mon infirmier, et mon assistant. Et donc nous sommes enfermés quelque part. Le seul endroit où il y avait de la technologie. Et je suis j'étais aux États-Unis, donc et la vie s'était arrêtée pour nous. Maintenant, la vie s'était arrêtée, mais il fallait s'occuper et s'organiser du corps. Je ne pouvais même pas me brosser les cheveux, les dents, je ne pouvais pas marcher. Et ceci est important parce que j'ai eu une haine énorme et je n'ai pas honte de le dire parce que
la haine, c'est aussi agréable de la sentir. Et Rodrigo, Timo, comme je l'appelle, et ceci fait partie du film. Pour moi, il est très difficile de dire Rodrigo a Timo. Rodrigo Londoño con su nombre de... Exacto. Oui, parce que moi, j'ai présenté... Rodrigo s'appelait Timochenko à la guérilla, Timo. Alors, en 2008, qu'est-ce qui se passait? Moi, c'était 8 ans et demi que j'étais paralysée. Et j'avais la haine en moi. La seule chose que je voulais à ce moment-là, et je dis toujours, si j'avais trouvé un couteau, une fourchette, et que moi j'avais pu l'utiliser, je me serais tué moi-même, parce que moi je ne servais à rien. Il y avait que mon fils d'un côté qui pouvait rien faire. Il était aux États-Unis sans document pour pouvoir gagner 3 sous, parce qu'on n'avait pas d'argent du jour au lendemain. Donc, on dit que les victimes du Nogal, on était des puissants, disons, des privilégiés. Ben non, c'était pas la réalité. Mais d'un autre côté, oui, le Nogal, le club Nogal, et puis il est important que la communauté internationale le sache, c'est, oui, les FARC ont mis la bombe. Mais une autre chose très importante, c'est l'irresponsabilité de l'État. Et ça, je le fais à niveau international, je le dénonce au niveau international, je l'ai déjà fait aussi. Et je n'accepte pas et je n'accepterai jamais les actes de violence des FARC. Et Rodrigo m'a déjà vu très souvent et je dis non, je ne vais pas je ne les accepte pas, les agressions, les attentats, je ne les accepte pas. Et comment as-tu pu, après ce que tu nous expliques, sortir de cette haine et commencer à travailler avec les autres partis? Ce n'était pas en 2008, parce que ma récupération a fini en 2012. Et c'est là que j'ai pu retourner en Colombie. Moi, je devais pas marcher avec une infirmière, parce que je ne pouvais pas rentrer en Colombie. Et moi, je travaillais dans le consulting, et je voulais comprendre pourquoi le Colombien entre dans les groupes illégaux, les FARC, les paramilitaires, le ALN, et je commence à faire des recherches et à me renseigner et à interviewer les personnes. Et eux, ils ne savaient pas que j'étais une victime. Je leur demandais, qu'est-ce que vous diriez à une victime? Je demandais la même chose à tous. Et ils me disaient tous, je demanderai pardon. Et là, ça a été magique pour moi, parce que j'ai senti que cette personne qui voulait se réinsérer était en train de demander pardon. Et il ne savait pas que moi j'étais victime. C'était vraiment le moment le plus important qui a marqué ma vie par rapport au thème du pardon. Mais ensuite, quand je commençais à voir, parce que moi je voulais aussi qu'ils entendent mon histoire, et quand moi j'ai entendu qu'ils entrent dans cette vie illégale, vie armée, parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, parce qu'ils n'ont pas d'habitat, de maison, ils habitent nulle part, ils sont fils entre autres 8 enfants, et alors c'est plus facile, c'est mieux d'aller à la guérilla. Et il y en a aussi qui sont les idéologues qui sont convaincus à cause de l'inéquité, et l'inégalité du pays,
Et là, à ce moment, 2012, moi, je commence à parler de réconciliation. J'ai commencé à travailler sur cela et travailler avec des victimes. Parce que moi, je venais d'être victime, je viens de vous le raconter, et je les comprenais. Et j'ai commencé à comprendre que les modèles dans le consulting, j'ai compris, de même qu'il y a des médecins ici, il y a des modèles qui se répètent. Et ceci m'a aidé à commencer à voir comment travailler sur le sujet de la réconciliation. En voyant qu'il y avait ces modèles, disons, ces patrons. Et je voulais voir comment faire une méthodologie et la mettre au service de la paix. C'est ce que j'ai fait pendant ces dernières années. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'a dit Berta ou est-ce que vous voulez aborder la suite de l'histoire? Donc en fait, nous arrivons en 2012 quand commencent les premières conversations, les premiers contacts entre le gouvernement qui enfin reconnaissait le fait qu'il y avait un conflit et les guérillas. Il faut d'abord vous rappeler qu'il y avait déjà eu 3 tentatives de négociation très importantes et qui avaient obtenu aucun succès et qui avaient échoué. Et il y avait donc très peur de lancer une nouvelle négociation sans réussir. Si nous allions échouer à nouveau, aucun Colombien n'aurait plus pu faire confiance à personne. Donc cette fois, nous avons essayé de faire les choses de manière différente. Nous avons fait une stratégie étape par étape, comme si nous allions construire une maison en utilisant un canal de communication avec le directeur, le principal commandant de la FARC, Cano, et son second, Andriacos. Et j'étais en contact avec eux et moi, je transmettais leur message au président. Et nous avons commencé par réfléchir comment c'était possible d'organiser une réunion. Alors, on peut expliquer comment était cette voie de communication. Et bon, évidemment, nous étions fous à propos des questions de sécurité et de confidentialité. Donc, il n'y avait aucun courrier électronique, encore moins un texto ou un WhatsApp. Cette personne devait voyager, venir jusqu'à Bogota, recevoir un petit mémo, revenir à Cali, remonter dans sa Jeep, grimper dans la jungle, arriver, donner ce billet. Et donc le cycle de communication, vous pouvez imaginer à quel point il était long. Parfois, on attendait une réponse 1 mois. Et alors, Rodrigo, vous qui receviez ces communications, est-ce qu'il y avait une confiance tout de suite? Comment est-ce que vous avez pu faire confiance? Avant de répondre à cette question, j'aimerais réagir à ce qu'a dit Berta. À La Havane, lors du processus de paix, nous avions décidé que certaines victimes devaient participer absolument au processus de paix. Moi, je ne faisais pas partie de la commission de négociation, mais j'ai connu cette information et j'étais ravi de cela. C'est là que j'ai entendu parler du cas de Berta et je ne l'avais pas rencontré avant d'une réunion à l'université technique. Et je me rappelle du choc que j'ai ressenti quand elle a commencé à raconter, avec plus de détails que ce soir, tout ce qu'elle avait vécu, ce que l'attentat avait supposé. Et moi, je me demandais où me cacher. J'avais tellement honte
de prendre conscience des effets de l'une de nos actions, de l'un de nos actes. Et donc nous avons établi presque une amitié, ou en fait une vraie amitié, et nous nous sommes retrouvés souvent dans la construction de la paix. Et également par rapport à ce que disait le docteur Jaramillo, les négociations de El Caguán dont il parlait, qui ont échoué, c'est parce qu'il n'y avait aucune voie de dialogue pour des solutions politiques. Parce qu'il demandait que tout le monde dépose les armes, mais sans rien. Le président Santos a compris qu'il fallait, en échange de déposer les armes, nous offrir un espace politique. Belisario Betancourt l'a essayé, mais le militarisme, aussi bien des forces armées que des guerrilleros et des paramilitaires, était beaucoup trop grand. Et donc, nous recevions ces mémos, ces petites cartes dont parlait le docteur, et nous avions un système de radio avec un code, bien sûr, et nous échangions à propos de cela. Et donc, le président Santos a commencé à reconnaître ce pourquoi nous luttions. Une nouvelle Colombie où quelqu'un reconnaissait le besoin d'une plus grande justice. C'était la première fois que nous avions senti qu'il y avait à la tête de la Colombie une personne prête à dialoguer, à reconnaître les motifs politiques derrière nos actions. Merci beaucoup. Sergio, alors, donc en 2012, vous avez commencé à comprendre au sein du gouvernement que cela devenait possible. Oui, en fait, nous avons posé 3 conditions pour la procédure. Toute rencontre devait se faire en dehors du pays. Que cette rencontre soit secrète et sans intermédiaire. Donc nous avons mis beaucoup de temps à établir les conditions de sécurité indispensables. Vous voyez, évidemment, les FARC pouvaient avoir très très peur. Donc nous avons d'abord décidé que cela aurait lieu à Cuba, avec l'aide du CICR. Je profite de notre présence ici à Genève pour les remercier, parce que sans le CICR, sans la Croix-Rouge, nous n'aurions jamais pu aller. Le CICR a dépassé sa mission humanitaire. Elle a véritablement servi d'agence de voyage du processus de paix. C'est les hélicoptères du CICR qui ont recueilli les dirigeants de la FARC au milieu de la jungle et les amené jusqu'à la Havane. Et je suis témoin de cela. À l'époque, je vivais à Bogota, en face des membres du CICR, et nous disions bonjour le matin. Ils me disaient, on se voit ce soir. Non, je vais à La Havane et je reviendrai demain. Là, à ce moment-là, c'était public, mais au début, c'était tellement secret. C'était tellement secret que même les commandants militaires de cette région, des régions, ne se sont rendus compte de ce que nous avions fait. Mauricio, le médecin, était le premier dirigeant des FARC que nous avons extrait de la jungle. Nous l'avons ramené à La Havane, dans une grande maison d'un des quartiers de La Havane, qui avait appartenu d'ailleurs à un neveu de Batista. Et nous étions comme dans la guerre froide, enfermés dans une maison, face à une table, autour d'une table. Et peu à peu, nous avons mis sur des feuilles de papier, nous avons commencé à construire l'accord général, qui était le plan de route. 5 mois de négociations secrètes à La Havane. Ensuite, il y a eu des négociations publiques,
oui, disons, les FARC de leur côté devaient examiner, et le gouvernement également, examiner ce plan d'action. Et on parle toujours de comment on construit la confiance. En fait, la confiance, elle se construit sur les faits. Et le fait que les FARC soient dans un pays aussi médiatique que la Colombie puisse constater que le secret était véritablement maintenu. Et pour le gouvernement également, nous avons pu voir que les FARC n'avaient rien dit, quand nous avons vu que nous pouvions construire un accord. Parce que dans les négociations antérieures, on pouvait causer pendant 3 ans sans arriver à un seul accord. Et donc nous avions une feuille de route au bout de 5 mois. Et franchement, nous sommes dit, bon, il y a véritablement une volonté sérieuse d'arriver à quelque chose. Et donc, vous, au gouvernement, et vous, à la FARC, il a fallu convaincre vos partis et puis convaincre la société civile, convaincre les victimes, après tellement de décennies, après tellement de morts et de souffrances. Ce n'est pas facile de convaincre. Et Rodrigo, j'imagine qu'après toutes ces années dans la guerre, dans la jungle et en guerre, ça a dû être extrêmement difficile de convaincre vos hommes et les victimes, convaincre la société civile. Non, en fait, pour nous, ce n'était pas si difficile. Cela faisait partie de notre stratégie. En 1982, nous avons fait un plan pour la prise du pouvoir. Et le plan était qu'il fallait obtenir la majorité l'opinion positive de la majorité des Colombiens. Mais il fallait également que il y ait un gouvernement qui soit positif et qui nous permette de travailler. Et c'était le cas avec Belisario Betancourt. Les FARC ont toujours cherché à obtenir une solution politique. C'est évidemment contradictoire par rapport aux actions de guerre, mais c'était notre objectif depuis le début. Donc, Alfonso Can, qui commence les négociations, moi j'ai été nommé comme chef de la délégation de Alfonso Cano, a été assassiné sans défense au moment de ces négociations. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le président Santos. Ça a été extrêmement dur pour nous et pour les négociations. Mais nous avons réussi à surmonter. Il y avait un débat et on disait, attendez, c'est un peu compliqué. Nous ne pouvons pas continuer à négocier alors que le sang de notre camarade est encore chaud. Mais en fait, nous étions conscients que la stratégie de l'organisation allait au-delà d'une seule personne et qu'il fallait continuer à construire ce processus. Ça a été le moment le plus douloureux, le plus difficile. Ensuite, on n'avait pas à convaincre. Ensuite, nous le voulions. Si nous ne profitons pas de cette occasion, Dieu sait quand nous aurons à nouveau cette possibilité. Oui, et avec ces premières conversations pour la paix, il y avait la guerre et le gouvernement était très clair et il disait, bon, les conversations ont commencé, mais la guerre continue aussi. Oui, et une des règles très importantes était que dès les premiers contacts, on savait que la guerre et les hostilités continuaient. Et on essayait de voir si on pouvait résoudre quelque chose. C'est pour ça qu'il y avait cette opération contre le commandant des FARC, qui était quelque chose qui, à ce moment-là, on n'avait
on ne s'était pas encore assis pour négocier, ou pour parler, pardon. Et ensuite, quand on s'est finalement assis, on a mis une règle additionnelle. C'était, on ne va pas parler de ce qui est en train de se passer sur le champ de bataille, ni de ce qui s'est passé par le passé. Parce qu'on est en train de résoudre une globalité. Et ceci a nous a permis d'éviter d'entrer dans ces rivalités du moment ou du passé. Et on était assis pour résoudre. Oui, le processus de paix en Colombie est très long et nous n'avons pas le temps de parler de tout. Tout est important, mais on continue alors. On se situe maintenant en 2016. Il y a un cessez-le-feu. Oui, est-ce que je peux faire une suggestion pour écouter Bertha? Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'on a négocié un accord cadre. Le président indique en septembre 2012, donc il y avait cet accord cadre, avec un programme en 6 points. Le pays était au courant et comme nous avions tout négocié en secret, il y avait une importante tâche d'ouverture, de communication. Et ce que je voulais dire, donc, c'est que nous avons négocié un point après l'autre. Nous avons commencé avec le point rural et nous avons demandé aux Nations Unies d'organiser une grande conférence en Colombie pour avoir le point de vue des gens, pour savoir quoi faire, comment faire. Ceci, on a fait aussi avec l'autre point, avec la drogue, la politique. Et lorsque nous avons... nous sommes arrivés au point des victimes. Nous avons pensé, oui, il faut faire des conférences en Colombie, mais ceci n'est pas suffisant parce que les victimes sont toujours derrière des négociations en Colombie. Donc, il y a eu même en Colombie une loi des victimes qui a été approuvée avant les négociations. Et nous avons dit non, ici pour ce sujet-là, il faut faire quelque chose de différent. Et moi, j'ai parlé avec l'envoyé norvégien et on a pensé là, il faut faire quelque chose de représentatif vraiment. Et le gouvernement et les FARC, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit des victimes de tous les côtés, et que les Nations Unies et l'Église et l'université allaient choisir ces victimes. Alors, ce furent 60 victimes de 5 délégations, à chaque fois 12. Et comme ça, moi, j'arrête pour que Bertha nous raconte, parce que c'était, à mon point de vue, quelque chose d'extraordinaire. C'était comme une commission de la vérité dans un salon très formel à La Havane. On a passé toute une matinée en les écoutant, et c'est pour ça que cela nous a rappelé à tous pourquoi on était là. Le pourquoi. Oui, parce que le gouvernement colombien reconnaît 9 millions de victimes et de personnes déplacées. Bertha, comment ça s'est passé à La Havane? Oui. Merci pour la parole. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'État était responsable. Il y avait une énorme commotion à l'intérieur du pays. Et il y avait quelque chose qui disait, quand il y a une commotion de ce genre, le fonctionnaire public ne doit pas rencontrer d'autres personnes. Et au Nogal, dans ce club, il y avait des ministres, il y avait aussi, moi je l'appelais la deuxième maison Nariño, c'est le palais présidentiel. Et il y avait plusieurs qui n'aimaient pas que moi je commence à faire mes recherches, et qu'après être victime, une fois que j'étais
bien récupéré, je commence à voir qu'est-ce qui se passe au Nogal, parce que là, il y avait 2 ministres qui faisaient des réunions là, une ministre dormait là et tout. Et maintenant, ils me menacent à moi parce que moi, je faisais mes recherches et je dénonçais. Et dans ce processus, il y a eu ces négociations du processus de paix, les victimes et un plébiscite. Et ensuite, dans cet accord de paix, moi, je parlais, je dénonçais de ce qui se passait au Nogal et j'envoyais un message par les médias et je disais FARC, s'il vous plaît, dites-moi à qui à qui était dirigée la bombe que vous avez mise au Nogal. Et je défendais aussi en même temps l'accord de paix. Et il y a eu ce plébiscite où, à un moment donné, le président a soumis au pays s'il était d'accord avec le processus de paix. Et peut-être que vous savez, mais la grande surprise a été que nous avons perdu l'accord. Et lorsque nous l'avons perdu, moi, j'ai pleuré. Comment peut-on perdre un accord de paix? C'est absurde. Et dans ce contexte-là, à ce moment-là, après le plébiscite, un mois après, les FARC m'appellent, ils m'envoient un message et je dis mais qu'est-ce que c'est ça, très bizarre. Et ils m'invitent à La Havane. Et moi, je ne suis pas allée avec ce premier groupe de victimes, je suis allée après par cette invitation que m'ont fait les PAFAR, que moi j'avais déjà pardonné. J'ai dû conceptualiser le problème du pardon. Oui, philosophiquement, j'ai dû voir qu'est-ce que c'est le pardon et la réconciliation. Disons, le pardon, c'est individuel et la réconciliation, c'est entre deux, pour vous le dire simplement. Donc, il fallait réviser le nouvel accord de paix. Parce qu'il y avait tout un secteur qui disait qu'il fallait introduire des changements. Oui, je vais dire quelque chose, dit la journaliste. En 26 septembre 2016, on a fermé à Cartagena un accord de paix avec le secrétaire général des Nations Unies. C'était à ce moment-là Ban Ki-moon. Il y avait beaucoup d'ambassadeurs, des milliers de journalistes. C'était une cérémonie de paix, du processus de paix, et le 26 septembre. Et au début octobre, il y a eu ce plébiscite, un référendum sur la paix. Et il y a eu beaucoup de craintes entre la société civile qui était à faveur de la paix. Il y a eu une énorme campagne violente au niveau politique et le camp de la paix a perdu. Et les acteurs du conflit, de façon très courageuse, parce que la moitié de la Colombie était contre eux, ils se sont mis à renégocier cet accord qui comptait déjà 300 pages et il fallait renégocier certaines parties. Et Berta a été invitée à La Havane à ce moment-là. Oui, dit Berta. Alors, il y a quelque chose de très important qui s'est déroulé, parce que lorsque les FARC m'ont dit « Viens à La Havane », et moi, je leur ai mis une condition. J'ai dit « Oui, je irai à La Havane si vous me dites la vérité sur la bombe du Nogal. Vous avez tué 198 personnes. Donc, la condition est de savoir à qui elle était dirigée, cette bombe. Et depuis maintenant, je veux savoir et construire les valeurs pour la réconciliation. Ils m'ont dit, oui, viens. Ils disaient oui, mais juste pour que j'y aille. Et lorsque je suis arrivée à La Havane, on était 50 personnes. Moi, j'étais la seule victime. Et je rencontre les FARC. Et je dois dire ce que j'ai ressenti. La situation était très bizarre pour eux. Et ils étaient embarrassés. Et j'étais assise pendant toute une journée chez Ivan Márquez.
qui était un des dissidents des FARC. Et à ce moment-là, je lui ai dit, j'ai pensé d'abord, il faut que je mette, que j'exerce ce que j'ai appris, ce que j'ai enseigné, comment faire un pont. Donc je vais être mon propre laboratoire. Et je dois mettre en pratique tout ce que j'ai appris maintenant avec ces personnes. Alors, lorsque j'ai rencontré Ivan Marquez, on a parlé du petit chien qu'il y avait là, de je ne sais pas quoi, du potager. J'ai pas demandé pourquoi est-ce que vous avez mis la bombe. Non, j'étais calme, j'étais tranquille. Et Ivan m'a dit oui, effectivement, il m'a reconnu, seulement à moi, individuellement, que la responsabilité ainsi que les raisons. Et j'ai dit à Ivan, je ne rentrerai pas en Colombie pour dire ce que tu m'as dit. Moi, je tutoie les personnes et je ne vous vois pas. C'est très difficile pour moi. J'ai dit, moi, je ne vais pas vous laver le linge sale. C'est vous qui devrez le faire. Et faisons un accord entre les victimes du Nogal, parce que moi, je représente une partie de ces victimes en tant que leader, et faisons un accord entre ces victimes et les FARC. Et c'est le seul accord qui existe dans le pays, signé par les FARC et par les victimes. Il y a 7 points dans cet accord. Nous avons, après 5 années, après l'avoir signé, ça a été signé le 2 novembre 2016. Cela fait 5 ans, donc. Et maintenant, un des points de cet accord était de quelle façon nous allons trouver maintenant, faire rencontrer les victimes du Nogal avec les FARC. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je suis rentrée dans un monde inconnu pour moi. C'était de préparer les victimes pour qu'elles rencontrent les FARC. C'était très difficile. Cela fait 5 ans et les victimes me disaient non, impossible. Comment veux-tu que je rencontre quelqu'un des FARC et je dois lui dire mais vous avez tué ma mère ou j'ai plus de jambes ou comment je vais faire? Je peux pas. Donc c'était difficile. Mais ce que je veux vous dire, parce que je trouve très important, c'est que nous sommes allés. Les victimes se sont levées et ont dit aux FARC ce qu'elles ressentaient. On les a préparées aussi pour qu'elles n'agressent pas les FARC, parce que les victimes disaient si je pouvais, je les tue. Et moi, je disais non, ici, on ne peut pas faire ça. Et ici, nous sommes dans le cadre de la justice spéciale de la paix. Parce qu'il faut donner lieu à un monde nouveau. Et il faut apprendre ça aux personnes et dans les prisons aussi. Et les victimes sont entrées. On était en U, une forme de U, les FARC d'un côté et nous de l'autre. Et les victimes pleuraient. Moi, je crois que je n'ai jamais pleuré autant. Et je dis toujours, j'ai ressenti que les FARC s'enfonçaient dans leur siège, dans leur chaise. Ils s'enfonçaient et peu à petit, Carlos Losada, qui est membre du Congrès aujourd'hui, du Parlement, il s'est levé et il dit 13 ans après, parce que nous demandions la vérité. On reconnaît maintenant que oui, c'était nous qui avons mis la bombe. Et pour nous, c'était très important. Et pour nous, les victimes, on veut toujours la vérité. C'est très important. Et comme ça, j'ai fini. Après l'heure du repas, j'ai dit aux victimes, nous allons faire des tables de travail, des groupes de travail, et nous allons mélanger des victimes avec les hommes et les femmes de la FARC.
des FARC. Les victimes me regardaient en disant « Mais comment veux-tu que je m'assoie avec un de ces combattants ?» Et peu après, ils se parlaient, ils leur demandaient « Mais qu'est-ce que vous mangiez dans la jungle? Si vous étiez malade, qu'est-ce que vous faisiez ?» Et les gens riaient entre eux et ils ont construit cette méthodologie à propos de valeurs et comportements de la réconciliation. Ce jour-là a fini avec tous, et c'était un groupe nombreux, on était 198 victimes, et tous, absolument tous, ont dit « j'ai pardonné ». Tous ont dit cela a été important de voir la partie humaine des FARC. C'était important de les écouter. C'est pas qu'ils les justifiaient. Nous étions tous en train de nous embrasser et on pleurait. Et les FARC nous ont offert quelque chose aux femmes. Et comment veux-tu que je mette ça ici? Et les femmes me disaient non, ça, on ne va pas le dire qu'on a eu ce petit cadeau. Et puis tout, c'était une telle réussite que c'était comme si on était dans un mondial de foot et qu'on avait gagné le mondial. C'était le mondial de la réconciliation. Et les victimes qui n'étaient pas venues là, ils me disaient « Mais Bertha, comment ça se fait que tu ne nous as pas appelés? On n'est pas allé à cette rencontre. » On a fait 3 rencontres comme celle-là. Ensuite, il y a eu une autre fois avec un délégué de l'ambassade de Norvège, de Cuba, enfin plusieurs. Et les FARC, évidemment, et les victimes. Mais pour vous dire que là, on a commencé une trajectoire où on a vu, oui, on peut arriver à la réconciliation. Après cette rencontre, j'ai à nouveau été très menacée parce que les autorités du pays ne supportaient pas que je sois en contact avec les FARC. Et vous comprendrez la contradiction. En fait, c'est des choses qui arrivent en Colombie, alors que d'une part, le gouvernement négociait avec les FARC, mais on ne supportait pas que moi, je les rencontre. No sé si pasamos a las preguntas al público, si quiere. Est-ce que nous offrons la parole au public? Donc, il y a maintenant dans l'accord de paix un tribunal de la paix, un mécanisme d'indemnisation, de réparation et de non-répétition des crimes. C'est très important pour les FARC, pour les victimes et également pour les forces armées. Et le pays cherche et trouve peu à peu, malgré les difficultés, la situation est particulièrement difficile actuellement, comme je l'ai dit au début. Il y a à nouveau beaucoup de violence dans certains départements. Il y a des assassinats de leaders sociaux, de personnes qui ont signé les accords. Il y a beaucoup de personnes ou de groupes qui ne veulent pas revenir à la guerre. Mais j'aimerais que le public pose des questions. Oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Ricardo Espinosa. Je suis colombien. Merci beaucoup à vous 3 pour tout ce que vous faites pour la paix en Colombie. Mais j'aurais apprécié que le gouvernement soit présent, que au moins l'ambassade de Colombie soit présente. Mais bon, ce n'est pas le cas. Vous parlez de l'honneur aux victimes, des personnes qui ont perdu la vie. Quand on voit le processus de la guerre, comme on l'a vu dans le film, il y avait également une guerre sale. Vous avez parlé
des faux positifs. C'est la guerre la plus sale qu'ait connue l'humanité. Il y a eu 6412 personnes qui ont été assassinées par les forces de l'État. Et l'État n'a jamais reconnu sa responsabilité. L'Union patriotique, qui se battent devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour ne pas reconnaître leur responsabilité. Je vous demande, s'il vous plaît, puisque le gouvernement n'est pas là, Sergio Karami, dites-nous qui est le responsable de ces 6412 personnes assassinées par les forces de l'État contre des innocents, c'était des innocents. Aucun d'eux n'était des guerriers. Et ils ont été maquillés en guerriers. Qui était au gouvernement? Ils le savaient. Et tout le monde se tait jusqu'à aujourd'hui. Qui est responsable? S'il vous plaît, soyez sincères. Et Rodrigo, qu'en pensez-vous? Et Sergio, qu'en pensez-vous? Oui, il vaut mieux répondre tout de suite, je crois. En Colombie, il arrive certaines choses que même les Colombiens ne comprennent pas et qui ne comprennent pas leur importance pour la vie dans le pays, pour le processus de réconciliation. Nous avons essayé de construire un système intégral de justice et de réparation avec des recherches des disparus, un tribunal spécial de justice pour la paix. Et il y a des sentences, des condamnations. Et en échange, il faut qu'il y ait également des sentences plus légères dans la mesure où les personnes reconnaissent leurs responsabilités. Et ce qui s'est passé en Colombie, c'est que c'était la première fois qu'une force de guérilla accepte de se rendre devant un tribunal et de reconnaître des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et comment cela a été possible? Eh bien, parce que ce processus était clair et que il était prévu que tous les crimes, tous les délits soient investigués, qu'on fasse une enquête et qu'on les traîne devant la justice. Tous les crimes. Et cela n'a jamais eu lieu dans d'autres pays. Il y a eu un cas très connu, très célèbre, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud avec la commission de la vérité en Afrique du Sud. Mais ils n'ont jamais demandé aux agents de l'État ou des forces de l'État de reconnaître leurs responsabilités. En Colombie, il y a des soldats, des sergents, mais également des gradés. En décembre, un général a été accusé d'avoir une responsabilité par rapport aux faux positifs et il a accepté cette responsabilité, il l'a reconnue. Ce processus n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de chemin. Et honnêtement, moi, j'ai beaucoup de la peine de le dire. Et moi, en tant que vice-ministre de la Défense à l'époque, j'ai lancé des enquêtes internes sur ce phénomène terrible. Et il y a eu une enquête, effectivement, qui a réussi à mettre un terme à cette pratique, ou en tout cas pratiquement complètement. Mais ça a été extrêmement difficile et douloureux. C'est inexplicable, c'est terrible. J'aimerais profiter de cette question pour vous dire que le processus de paix en Colombie est encore en construction. Nous l'avons signé il y a 5 ans. Et
Et certains secteurs de la communauté internationale pensent que c'est bon, c'est fait, qu'il y a la paix en Colombie. Mais attention, cela fait... Nous avons perdu pratiquement 4 ans avec le président Enrique. Por l'acuerdo de paz. Et au cours des dernières élections, nous nous sommes réunis quand nous avons entendu le décompte et personne. Et le président élu a reconnu pour la réconciliation et la paz. Que le fait que Pedro Duque ait été élu, il reconnaît que c'est grâce au processus de paix et qu'il le soutient. On va donc pouvoir reprendre. Mais il y a des secteurs qui ne supportent pas que les Colombiens essayent de construire une société meilleure et plus juste. Et nous avons donc besoin de l'accompagnement et du soutien de la communauté internationale. À l'époque de Belisario Bettencourt, il y avait une possibilité également. Mais tout le monde a eu tellement peur. Les oligarques et les puissants ont eu tellement peur que la société soit transformée et qu'il y ait véritablement une réforme fondamentale, qu'ils ont relancé la guerre sale, les activités paramilitaires. Et donc, c'est pour ça que je profite de ce podium pour vous dire que tout ce processus a été extrêmement important, car sans la réconciliation, sans ce que nous avons fait avec Berta et les autres, nous avons construit à soigner nos blessures. Alors que les secteurs qui ne veulent pas continuent à stigmatiser, à accuser et à ne jamais reconnaître leurs responsabilités. Je voudrais rajouter quelque chose qui me semble très important. Tout d'abord, merci pour votre question et merci Timo de me donner la parole. C'est vrai qu'il y a eu des choses absolument terribles dans notre pays et il y en a encore qui ont lieu. C'est pourquoi ce thème de la réconciliation est véritablement un changement d'ADN de notre pays. C'est un pays violent, mais pas depuis le conflit armé. Notre société est violente. Un feu rouge, les gens s'engueulent. Ou quand quelqu'un traverse au sein des familles, il y a une violence terrible. Donc, il y a un appel auquel je travaille depuis des années. Comment avoir un ministère de la réconciliation et de la cohésion sociale? Nous devons changer de type. Il y a quelques jours, j'étais avec un groupe de jeunes et je leur demandais comment nous allons construire ce nouvel être humain qui va tenir compte des autres. Et les jeunes me disaient, mais c'est impossible en Colombie, c'est une utopie, nous n'en sommes pas capables. Puis je lui dis, mais ce n'est pas une utopie puisque nous avons réussi à pardonner à nos tortionnaires et que eux ont réussi à demander pardon, nous avons réussi à nous réconcilier. Nous pouvons le faire. Tellement de gens pensaient que marcher sur la Lune était une utopie. Quand je suis né, le téléphone portable était une utopie et maintenant tout le monde en a un. Donc, il faut nous asseoir ensemble, il faut construire ensemble. C'est comme une opération à cœur ouvert. Et il faut prendre le pouls des victimes, il faut préparer les victimes pour apprendre à entrer en contact avec les autres. Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce que le pardon? Parce que la haine que nous avons à l'intérieur, elle est inscrite dans nos corps, dans nos cœurs, mais aussi parce que nos parents nous l'ont enseigné, parce qu'un parti politique nous en a convaincus. En plus,
il faut travailler avec les victimes, il faut aussi travailler avec les FARC, mais lors, par exemple, de cette rencontre avec les FARC, j'ai dû m'asseoir avec Timon. Et puis, nous disons, il y a un patient ici qui vous déteste, les balles sont passées, il n'a plus de nez, il n'a plus de dents, il n'a plus de menton, il n'a plus d'oreilles, il est troué de partout, il est défiguré. Il dit qu'il est un petit monstre. Et j'ai dit à Timon, lui, il faut qu'on le traite d'une manière particulière. Et donc nous avons réfléchi ensemble à comment entendre cette personne au sein d'une sous-commission. Donc j'aimerais vous transmettre un message. Comment se fait-il que le monde est plus intéressé par la guerre que par la réconciliation? C'est beaucoup plus vendeur, les images de la guerre que nous voyons en Ukraine avec l'invasion de la Russie. Nous avons travaillé. Et montrer la signature d'un accord de paix, c'est bien aussi, c'est très bien. Mais comment filmer la réconciliation? Comment s'intéresser à la réconciliation? Cela fait 12 ans que nous travaillons à la construction d'une société de dialogue. Et il ne s'agit pas d'un dialogue entre deux personnes. Il faut un dialogue d'empathie. Il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir ses oreilles. Il faut que nous retions. Juste une seconde, je vais terminer. J'aimerais que le message de ce festival conclue avec un message pour l'Ukraine et la Russie, travaillons déjà à la réconciliation. Oui, il faut nous asseoir et il faut construire la réconciliation de la population civile, les diplomates, les milieux universitaires, et que tout le monde s'assied. Et tant que ce n'est pas fini, nous ne quittons pas la table de négociation. Il faut que nous puissions, il faut que les victimes puissent se lever de table en se disant j'ai pardonné. Elles sont soignées. Et les FARC ont dû apprendre aussi comment s'adresser aux victimes. Et le pardon, ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est là aussi un processus. Là, j'aimerais aussi dire que la violence n'est pas une caractéristique colombienne. Toutes les guerres sont sales. Et quand les Colombiens disent nous sommes plus violents que le reste de la planète, et non, mais non. Dans les guerres, il y a toujours des événements terribles. C'est pourquoi c'est tellement important de reconstruire, de construire la réconciliation. Bueno, si está preparado. Une question, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez aidé à créer ce sentiment de paix. Je suis colombienne. Je suis une des personnes qui a voté pour la paix, qui a pleuré. Et maintenant, 5 ans et demi après, je suis inquiète pour la commission de la vérité qui a un mandat qui finit et on ne sait pas comment le défendre. Je suis inquiète pour les différentes commissions pour la paix et parce que maintenant il y a des doutes même par rapport à qui sont les victimes et puis aussi pour la CEP qu'il faut travailler sur la vérité. Et que va faire la Colombie dans la prochaine étape? Parce que pour l'instant, l'accord de paix est incomplet. Il manque encore beaucoup de paramilitaires, le ELN, et pour réconcilier les victimes et nous réconcilier en tant que pays, c'est encore incomplet. Donc comment on va pouvoir
utiliser les déclarations de la Commission de la vérité qui sont en accord avec les narcotrafiquants et les militaires. Bon, il y a eu déjà un grand pas, mais quel est le suivant? Parce que cette année, nous avons déjà subi 15 tueries. C'est le pays où il y a le plus de décès de défenseurs de l'environnement, de défenseurs des droits humains. Et quelle espérance peut-on avoir dans notre pays? Merci. Il y a une réponse assez facile. Il faut élire un meilleur gouvernement que celui que nous avons maintenant. Un gouvernement qui s'intéresse vraiment par la mise en œuvre de l'accord. Il est très tard et je suis désolée pour vous qui êtes si patient, mais je voudrais finir Je me réjouis de cette attitude de Rodrigo par rapport à son engagement. Et oui, il y a des choses qui se sont bien faites, d'autres mal faites. Il y a des choses qui sont en cours. Et 5 années après la signature de l'accord, 3 des années ont été sous un gouvernement qui est ennemi de l'accord, et malgré cela, l'accord a chaque fois plus de force et il est moins controverti en Colombie. Donc je serai plus optimiste si on arrive à élire un meilleur gouvernement. Rodrigo, oui. Oui, nous, les Colombiens, nous avons besoin d'un congrès qui accompagne la construction de la paix et un président qui soutienne. L'accord a peut-être beaucoup de défauts, mais il est incorporé à la Constitution. Et puis, tout fonctionnaire public doit prêter serment avec la Constitution. Donc, voilà, et il y a aussi on a des instruments. On n'a pas un fusil dans la main, entre les mains. On a un instrument. On a même les mêmes lois, les mêmes règles du jeu. Il faut changer, d'accord? Sur l'accord, c'est écrit. Et c'est là où il y a l'espoir pour pouvoir arriver à des projets qui fructifient. Et l'autre tâche que nous avons, c'est beaucoup de pédagogie. Parce que 5 années et demie, il y a même des étudiants, des universitaires qui ne savent pas, ne sont pas au courant. El conjunto de lo que significa el acuerdo de paz, los 6 puntos. Que veut dire cet accord de paix, les 6 points? N'en parlons même pas des détails, mais ils ne connaissent pas les grands points. Donc, ça, c'est un autre... il faut que la communauté internationale ne nous abandonne pas parce qu'elle a été fondamentale pour pouvoir arriver. Berta, si tu veux conclure, s'il te plaît. Oui, je voudrais conclure en disant que je suis d'accord avec mes collègues et le monde des entrepreneurs nous montre qu'il faut travailler à court, moyen et long terme. OK, à court terme, c'est les élections, mais à moyen et à long terme, il faut créer une culture de la réconciliation. À moyen terme, de quelle façon construire des politiques publiques dans lesquelles l'État participe et qui soient transversales pour tous les secteurs, cette réconciliation pour tous les secteurs dans ce processus de paix. Parce que la période postérieure au conflit a besoin d'un être humain différent. Et pas des personnes qui pensent à moi. Il faut penser à moyen et long terme. Que doit-on faire? Je n'ai pas encore de petit-fils, mais pour un avenir, je pense, quel pays voulons-nous
avoir, et pour cela, nous devons créer une culture différente. Donc, de quelle façon moi, je deviens consciente de mes actes pour pouvoir arriver à créer un pays différent. Merci, merci à tous. Oiga, pendejo, yo me voy mañana por la tarde.